Très rapidement, Issa Chidoma a déclaré sa victoire en présentant au public ses procès-verbaux. Et bien sûr, certains ont rigolé en disant que c'est le président Facebook, en le comparant à Maurice Kamto. Sauf qu'aujourd'hui, Issa Chiroma a réussi à échapper à l'emprise du régime Biya d'être mis à l'éteignoir, jeté dans une prison militaire ou à Kondengi. Issa Chiroma a joui donc encore de sa liberté de manœuvrer. Et tant qu'il peut manœuvrer, il est aussi écouté à l'étranger, il peut aussi tisser des liens, il peut aussi actionner la diplomatie et il peut faire mal à Biya. La preuve, c'est qu'il n'a pas lâché. Il continue à dire qu'il est le président élu et que Paul Biya est le président nommé. Et d'ailleurs, à propos, je vais vous lire quelqu'un qui dit que le Cameroun actuellement compte 4 présidents, dont 3 illégitimes et 1 légitime. Chers frères et sœurs, le Cameroun compte actuellement 4 présidents. 3 d'entre eux sont illégitimes et 1 est légitime. 2. Le président légitime est M. Issa Chiroma Bakari, élu selon le principe de la souveraineté populaire, fondement même de la souveraineté nationale. 3. Or, M. Issa Chiroma Bakari est empêché d'exercer le pouvoir par les 3 présidents illégitimes. Quels sont donc les 3 présidents illégitimes? Écoutez bien. M. Paul Biya, M. Ferdinand Gongo et Mme Chantal Biya. Voilà les 3 présidents illégitimes. On continue. Ils ont usurpé le pouvoir en menaçant d'une arme et les CAM et le Conseil constitutionnel afin de faire déclarer M. Biya vainqueur des dernières élections. Ils ont bénéficié de la complicité de certains étrangers, notamment israéliens, dans cette fraude électorale. 4. Les 3 présidents illégitimes ont aussi usurpé notre souveraineté. Nous sommes désormais un pays occupé. Nous sommes en état de guerre. Notre amour de la patrie nous ordonne de résister à cette occupation et à cette prise d'otage de notre pays. 5. Nous avons besoin d'un plan national de résistance. Il s'agit d'un enjeu qui dépasse le cadre d'une personne, d'un parti ou d'une famille. Toute réduction de la résistance nationale à un simple détail retardera notre victoire. Monsieur Chiroma sous-utilise les vastes ressources que le Cameroun peut offrir à cette résistance nationale. Il doit immédiatement mettre fin à cette privatisation de la lutte. Le peuple camerounais est plus déterminé à obtenir la libération que la plupart des politiciens ne le pensent. 6. Si nous ne libérons pas notre pays, nous entrerons dans l'histoire comme les Camerounais les plus lâches de tous les temps. Nous appelons également M. Chiroma à cesser de sous-estimer les Camerounais. La plupart d'entre nous sommes prêts à tout pour libérer le Cameroun de ce fléau, y compris le sacrifice ultime. Nous recherchons une coordination pour une victoire rapide avant Noël. Ce faisant, nous devrions tirer les leçons de Manidem, dire publiquement ce que nous avons l'intention de faire et le faire. Frères et sœurs, notre pays est plongé dans la décadence morale. L'injustice est partout. Crions avec les paroles du prophète Amos, 2 points, ouvrez les guillemets, que la justice coule comme un fleuve et la droiture comme un torrent intarissable. Fermez les guillemets.
Amos chapitre 5, verset 24. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre cher Cameroun alors que nous luttons pour le libérer de l'occupation des forces obscures. Par la grâce de Dieu, nous vaincrons. Signé Dr Benjamin Aki, au nom de la plateforme English for Cameroon et United Cameroon, au service de la nation. Ici, il parle d'un pays qui doit se libérer des forces d'occupation. Et ça devrait interpeller. C'est du régime ou c'est des partisans de Biya qui disent tout simplement que Issa Chiroma est un fuyard, qu'ils ont déjà gagné parce qu'il a reculé. Mais la réalité est que Issa Chiroma a d'abord voulu se mettre en sécurité, dans la mesure où Atangandji était déterminé avec Ferdinand Ngongo, pas seulement à l'arrêter, mais à l'éliminer. Que ceux qui ignorent dans l'histoire et qui croient que reculer veut dire tout simplement qu'on a perdu, sachent que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Qu'ils sachent effectivement que De Gaulle, dont on parle, face à la force d'occupation nazie, donc de Hitler, qu'est-ce qu'il avait fait? Il l'avait replié. Il s'était réfugié pas seulement en Afrique, mais c'est à Londres qu'il est parti lancer son appel pour la libération de la France. Si De Gaulle était resté en France, face aux forces d'occupation, la France n'aurait jamais peut-être été libérée. Et peut-être même qu'il aurait été tué. De Gaulle s'est donc replié, comme tout bon soldat, comme tout bon officier, comme tout bon acteur, qui lie son adversaire, qui de surcroît est un sanguinaire et est prêt à aller jusqu'au bout. De Gaulle est donc resté en France pas comme un fuyard, mais plutôt comme un héros. Comme quelqu'un qui a été un stratège. En 1992, le régime Biya avait bel et bien muselé Fundi, qui était resté sur place. En 2018, le même régime a muselé Kamto, dans les mêmes conditions. Kamto allait en prison. Et du coup, il ne pouvait pas revendiquer ou quoi que ce soit, parce qu'il était déjà à leur portée. Il était leur prisonnier. Il ne pouvait pas travailler avec son téléphone. Parce que quand on est en prison, à tout moment, ils viennent, ils récupèrent votre téléphone. Et ils voient tout ce que vous pouvez faire comme conception ou ce que vous pouvez avoir comme contact. Et bien, ne prenons pas seulement De Gaulle. Puisqu'on parle des forces d'occupation, comme justement notre ami docteur vient de nous révéler, on n'a qu'à regarder au Rwanda. C'est un autre Paul qui est là-bas. Paul Kagame. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Ils se sont repliés. Ils ont été maltraités. Les Hutus étaient puissants et consorts. Mais c'est dans la forêt de l'Ouganda que Paul Kagame, maigre comme un clou, a réussi à monter une résistance. Et quand il est arrivé, c'est là où le régime de Abiyarimana est tombé. Paul Kagame l'a donc fait. Il s'était replié. Ceux qui sont donc en train de rigoler et qui ne savent pas que cela s'est aussi passé en RDC, que Mobutu a été ainsi renversé, qu'ils se disent tout simplement qu'ils ne connaissent pas l'histoire et qu'ils ne connaissent pas aussi la détermination de Issa Chiroma et aussi des plans qu'il est en train de monter, du réseau qu'il est en train de tisser. Issa Chiroma, bien évidemment, avait déclaré qu'il voulait faire ce qu'on peut appeler une prestation de serment.
et en même temps, la composition d'un gouvernement. Or, il se trouve que le régime Biya a commencé à arrêter tous ses lieutenants. Donc, imaginez même que Issa Chiroma, immédiatement là, il désignait que voilà tel qui est ministre, voilà tel autre qui est ministre. Immédiatement, déjà qu'ils arrêtent même des sympathisants du MRC et même les petits vendeurs des marchés, ils allaient ramasser tout son gouvernement. Il est donc en train de jouer avec eux, puisque en même temps, le régime Biya, tremblotant, attend déjà qui est qualifié comme membre de l'armée royaliste de Issa Chiroma. On ne va pas les voir nombreux pour l'instant. On ne va pas les voir se manifester pour l'instant. Mais comme j'ai dit, avec Ouattara ou bien d'autres, on a constaté souvent comment est-ce que subitement, on voit une marée humaine. Le régime Biya est aussi en train de trembler par rapport à ce qu'on peut appeler justement les ministres qui ont appelé Issa Chiroma. Qu'est-ce qu'ils ont conclu? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le régime Biya a donc voulu rapidement anéantir Issa Chiroma. Ils ont voulu le kidnapper, le capturer. Comme ils ont fait avec Adouk Tabé, qui est actuellement à Kondengui, l'ami du Zomlo des Zomlo. Issa Chiroma s'est replié. Et je vous avais déjà annoncé ça une première fois, puis une deuxième fois. Donc, là, il est allé encore vers Yola. On peut dire que c'est à 3 heures de Garoua. La première question que beaucoup ont commencé à dire, il a été excité par la DGR. Quoi? La DGR est Sengango. C'est-à-dire, c'est à Tanganji. S'ils touchent Issa Chiroma, ils finissent avec lui. Puisqu'ils savent que si eux ne finissent pas avec Issa Chiroma va finir avec eux. Donc la DGE ne peut pas exfiltrer Issa Chiroma. C'est que Issa Chiroma, lui également, a des services secrets. Il a quand même été dans le gouvernement et il connaît comment ils agissent. Même quand on fait un coup d'État, on peut être avec le président de la République, mais on cause avec d'autres personnes. C'est ce qui se passe parce que justement, autour de Biya, il y a plein de gens qui ne sont plus contents. Il y a plein de ministres qui sont déçus. Et il y a beaucoup également qui se disent que, oh, comme c'est Ngongo et les autres qui ont déjà pris là, je suis sûr que moi, je ne serai plus dans le prochain gouvernement. Mais ils ne peuvent pas se prononcer. Et vous avez d'ailleurs pu constater comment est-ce que Ngongo a procédé avec, bien sûr, la suspicion que, oh, c'est un ministre qui aurait dû appeler Issa Chiroma. Donc, ni Ngongo, ni à Tanganji, ni la DGRE, puisque le patron de la DGRE sont là, donc Goumon. Goumon était le secrétaire de Ngongo. C'est Ngongo qui le nomme à la DGRE. Et Ngongo veut finir avec Issa Chiroma. Parce qu'il sait que, comme je vous disais tantôt, Issa Chiroma dans la liste, il y avait les avocats internationaux qu'il a sortis. Et parce qu'il connaît aussi tout ce qu'il y a eu dans le village de Bornori, où il y a eu des assassinats, il connaît les histoires où il y avait les affaires de que ceci et cela, c'est au Mali et tout ça. Il connaît les crimes qui ont été commis par ce régime. Donc c'est un danger. Et au-delà de ça, il jouit d'une popularité. Vous imaginez qu'un Ngongo, avec Ngoumo, son ami, et à Tanganji, il voit Issa Chiroma, il exfiltre, au lieu de finir avec lui. Vraiment, quand vous voulez raconter des choses, racontez
aux petits-enfants ou aux petites filles que vous voulez draguer, vous venez là, ouah. Mais quoi? Les services secrets camerounais, on connaît. Guérandi n'était pas populaire, il était un fugitif. Mais depuis qu'il avait fui le Cameroun en 1984, le régime Biya a recruté jusqu'aux grands mercenaires qui sont venus l'enlever. On a d'abord tenté de l'enlever au Burkina Faso. Il avait plusieurs cartes d'identité. Jusqu'à ce qu'ils ont réussi à louer et les jets privés, à faire ceci et cela pour enlever Guérandi, à aller l'assassiner. Guérandi n'était connu d'aucun Camerounais, donc n'était même pas un danger véritable pour le régime Biya. Mais Issa Chiroma les a battus. Issa Chiroma veut les chasser de tout dit. Issa Chiroma connaît des réseaux. Comment est-ce que quelqu'un peut vous dire, il s'assoit là, il ne connaît rien, et vous dites que non, c'est la DGRE. Vous connaissez comment la DGRE fonctionne? Vous avez vu le simple fait avec Martinez Zogo. Ils ont laissé Martinez Zogo vivant. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas exfiltré Martinez Zogo? C'est maintenant que vous venez dire que la DGRE exfiltre les opposants. Issa Chiroma qui a dit que Paul Biya est fini, est vieux, est croulant, a détruit tous ces régimes-là. C'est le même régime qui vient l'exfiltrer. Hein? Donc, il a déjà discrédité le régime. Il a fait qu'on ne reconnaisse pas la victoire de Biya. Il a attaqué Biya sur le plan international. Il a saisi les justices et tout ça. Il cherche à geler leurs avoirs. Et c'est les mêmes gens qui viennent lui dire que, oh, par un peu comme ça là, on t'exfiltre. Quand il n'était même pas dangereux, Issa Chiroma voulait sortir du pays. Vous vous souvenez? Il voulait aller au Nigeria, pas au Nigeria, au Sénégal. Est-ce qu'on ne l'a pas bloqué à l'aéroport? Il n'y avait pas la DGRE. La DGRE est seulement née après les élections. On l'a bloqué avec sa fille. On lui a demandé de rentrer. Maintenant qu'il a même gagné et qu'il dit qu'il doit former son gouvernement, c'est-à-dire qu'en fait, il dit à Biya, tu n'es plus président. Il est en train de diviser l'armée de Biya. Il est en train de diviser le gouvernement de Biya. Il est en train de discréditer Biya sur le plan international. Et vous arrivez, vous vous asseyez parce que vous êtes acheté par ce régime. Tous ces gens qui disent ça roulent pour le régime Biya. Ils veulent que le peuple camerounais ne se mobilise pas derrière Issa Chiroma. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont dit que Issa Chiroma, dès que les résultats vont sortir, il sera le premier à féliciter Biya. Ils ont même dit que si Issa Chiroma revendique sa victoire, vraiment nous, on va se mettre à genoux, nous tous on va le suivre. Issa Chiroma a revendiqué sa victoire. Ils ont recommencé à dire que, oh vraiment vous allez voir que demain ou après-demain, après, il ne va plus jamais rien sortir. Issa Chiroma a lancé les marches. Ils ont dit que s'il lance les manifestations, on viendra seulement lui demander pardon. On va savoir qu'il est vraiment dans l'opposition. Il a lancé les marches. On a tiré sur des gens. Jusque-là, les gars là reviennent. Avec les menteuses et consorts. Oh, vous voyez, hein? Il a lancé les marches là. Mais ses enfants n'étaient pas devant. Hein? Mais, donc, les enfants de Paul Biya sont souvent devant. Ou bien vous avez vu ça où? Les enfants ne sont pas devant. Hein? Il a dit qu'il vient se sacrifier pour lui. Pourquoi les enfants de Paul Biya même ne sont jamais devant? Il disait que, oh, ce n'est plus ça, on dit qu'il a bien fini le théâtre là, c'est fini, il n'y aura plus rien. Après, Issa Chiroma lance les villes mortes, qui font perdre l'argent à l'État, fragilisent le régime, peuvent même faire qu'il y ait une faillite avant le temps. Les mêmes gens reviennent, ils disent maintenant que, oh, vous avez vu qu'il y a ceci, il y a vraiment, nous on ne croit pas, hein? Nous on ne croit pas. Ce sont les gens de Biya. Je vous avais dit que ce régime avait des péchés et avait un sac d'argent où on offrait aux gens ici 3 000 € par mois. Ce sont les gens de 3 000 €. Dites-leur 3 000 €. Dès qu'ils commencent à tuer, ils disent 3 000 €.
Gars, c'est 3 000 euros. Tu te bats pour 3 000 euros. C'est 3 000 euros. C'est au Cameroun que c'est 1 million. C'est pour ça que vous voyez les mêmes artistes qui ne parlaient. Vous avez même vu que d'autres ne parlaient même pas sur Facebook. Mais subitement, dès que Issa Chiroma a réussi à faire lever les gens, ils sont sortis. Les faux panafricanistes, les faux quoi là, ils sont là, ils veulent vous donner. Ils sont déjà là comme s'ils savaient trop traiter avec la DGRE. Vous dites que la DGRE est devenue une association humanitaire. C'est ce qu'ils vous disent. Hein? Que la DGRE récupère les opposants et va calmement avec eux. Il dit que reste ici. Et par la suite, ils reviennent, ils tentent à t'arrêter encore. La DGRE. La DGRE. Et certains croient en ça. Issa Chiroma, fort donc de ses plans, il est allé là-bas. Et bien évidemment, je vais vous faire écouter peut-être son avocat qui va expliquer ça de façon un peu superficielle. Parce que justement aussi, il s'agit de la sécurité. Parce que quand je vous ai expliqué la première fois, parce que quand je vous avais d'abord dit que Issa Chiroma était sorti de son palais, quand je vous ai dit qu'il n'avait pas passé la nuit dans son palais, c'est moi qui vous avais dit la première fois qu'après l'élection, il n'avait pas dormi là-bas. Mais je vous avais dit, je n'avais pas le droit de révéler quoi que ce soit. C'est comme ça. Mais comme maintenant, les gens ont des bribes d'informations, on va donc expliquer ce qui s'est réellement passé. Mais entre-temps, puisque Issa Chiroma a aussi des avocats et qui sont déterminés, nous allons d'abord laisser qu'eux-mêmes, par rapport à ce qui s'est passé. Parce que quand nous avons lancé l'alerte que tentative d'enlèvement de Issa Chiroma, d'aucuns nous ont dit que non, il n'avait pas été, non, ce n'était pas ça, comment on pouvait tenter de l'enlever, et c'est si on n'a pas réussi par la suite à l'enlever, ils ont voulu vous donner toutes sortes d'explications. Mais maintenant, c'est une certitude. Tout en vous promettant de développer ce qui tient lieu des plans, de la suite des événements, je voudrais d'abord, comme je vous ai donc dit, faire parler un des avocats de Issa Chiroma. Sauf que peut-être vous allez aussi dire que lui aussi il est venu là pour le théâtre. Vous allez peut-être aussi dire que lui aussi il est venu là parce que voilà, il veut terriblement s'amuser. Vous allez peut-être dire que oh voilà, il est venu tout simplement pour raconter n'importe quoi. Bon. Mais une chose est sûre, c'est que quand vous connaissez ces hommes qui sont à côté de Issa Chiroma, c'est là où vous comprenez qu'ils ne sont pas en train de rigoler et que ça va se jouer box to box. Écoutons d'abord qu'il vous donne des explications sur la tentative de kidnapping et puis moi je vous donnerai d'autres détails. L'avocat de Issa Bakary circule depuis le début de cette crise entre chez lui à Garoua, un peu dans les zones autour. Il rend visite aussi à des proches de l'autre côté de la frontière, qui est donc pas très loin de tout ça. Hier, il a reçu, au lieu de sa résidence, une visite de militaires lourdement armés, relativement nombreux. Ils l'ont amené dans un endroit que j'ignore. Paraît-il un commissariat de police, ou paraît-il un lieu qui tiendrait lieu de commissariat de police. Et ils l'ont remis dans la voiture par laquelle il est venu, toujours avec des militaires lourdement armés, et il est retourné dans sa résidence un peu moins d'une heure, je crois. Je suis sur ce plateau avec Maître Jamel Taleb, avocat au barreau de Paris, membre du collectif international des avocats de Issa Chiroma Bakary. Maître Taleb, je me tourne vers vous. Il y a eu de nombreuses alertes dans la nuit de dimanche 2 à lundi 3 novembre sur l'intégrité physique d'Issa Chiroma Bakary. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il avait été enlevé, des rumeurs finalement selon lesquelles il aurait été libéré, ou en tout cas il aurait été arraché
des griffes de ces ravisseurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Issa Chiroma Bakary, dont vous êtes l'avocat? Ce qui s'est passé, c'est que hier, il a reçu, au lieu de sa résidence, une visite de militaires lourdement armés, relativement nombreux, qui sont venus l'extraire de sa résidence. Ils l'ont amené dans un endroit que j'ignore, paraît-il un commissariat de police, ou paraît-il un lieu qui tiendrait lieu de commissariat de police. Il est resté une trentaine de minutes, je ne sais pas combien, en tout cas autour de ça. Il a décliné son identité, il s'est présenté comme étant le président élu du Cameroun. Il a expliqué donc qu'il n'a aucune raison d'être là où il était. Quelques moments, paraît-il, de tergiversation, ils sont sortis donc de l'endroit où ils étaient en réunion, en tout cas leur chef, et ils l'ont remis dans la voiture par laquelle il est venu, toujours avec des militaires lourdement armés, et il est retourné dans sa résidence un peu moins d'une heure, je crois, après cette première opération que certains vont l'appeler kidnapping, interrogation, rapt. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, d'ailleurs on ne sait pas qui l'a fait, pourquoi ça a été fait, sur quel ordre, quelle recommandation et par quel biais tout cela s'est fait. Il est retourné donc chez lui, il est resté comme toujours, il a tout de suite enregistré un message pour s'adresser évidemment aux Camerounais. C'est un guerrier, donc il se bat, il sait se battre, il continue à se battre. Je ne pense pas que des épiphénomènes de cette nature vont entamer sa détermination qui est très forte. Il l'a prouvé, je crois qu'il le prouvera encore. Est-ce qu'Issa Chiroma Bakary a une liberté de mouvement? Parce que, en fait, le point trouble de tout cela, c'est que Issa Chiroma Bakary, parce qu'il a vécu des menaces sur son intégrité physique à sa résidence habituelle à Garoua, ne s'y trouve plus de manière permanente et circule entre le nord du Cameroun et le Nigeria, les zones les plus proches du Cameroun. C'est ce qui s'est passé durant les jours qui ont précédé ce que vous appelez un épiphénomène. Cet épiphénomène donc s'est déroulé de quel côté de la frontière? Est-ce qu'on sait de quel côté de la frontière ça s'est déroulé? Vous l'avez si bien dit, Issa Bakary Chiroma, ou Issa Chiroma Bakary, circule depuis le début de cette crise entre chez lui à Garoua, un peu dans les zones autour. Il rend visite aussi à des proches de l'autre côté de la frontière, qui est donc pas très loin de tout ça. Et c'est ce qu'il fait depuis le début de cette crise. C'est ce qu'il a fait la semaine dernière et c'est ce qu'il continue de faire. Depuis qu'il est rentré hier, un dispositif militaire, paraît-il, s'est mis autour de sa résidence. Il n'a pas encore bougé depuis hier pour savoir s'il est libre de ses mouvements ou pas, mais enfin, rassurez-vous, il va le faire assez rapidement. A priori, il n'a aucune raison d'être empêché. La chose nouvelle, c'est que là où il se trouve actuellement, beaucoup de militaires sont venus le surveiller. Mais des militaires, il y en a déjà pas mal à Garoua. Il est évidemment assez prudent, sans être ni schizophrénique, ni empêcher en tout cas lui-même sa propre circulation. Mais il fait évidemment attention. Vous savez très bien qu'à Garoua, il y a beaucoup de snipers qui sont stationnés sur les toits des maisons autour de chez lui. Est-ce que ça va être la même façon cette fois-ci? C'est ce que nous allons observer dans les heures qui suivent. Il est depuis hier et depuis ce matin assez attentif à l'opération qui se déroule actuellement au Cameroun, c'est-à-dire ces journées ville morte. Je pense que son premier souci est d'abord de rassurer les gens de sa présence, de sa combativité, plutôt que son intégrité physique, à laquelle, bien entendu, il fait attention, ça va de soi. Mais sa liberté de mouvement est importante également. Sa liberté de mouvement aussi. On peut dire qu'il a la liberté de mouvement aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas. On ne peut pas dire, évidemment, encore une fois, il s'est passé ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'a pas essayé de bouger, personne ne l'a empêché, lui-même ne l'a pas fait. On va voir dans les prochaines heures s'il y a une volonté de restreindre sa liberté ou pas. Nous allons le voir dans les prochaines heures et on vous tiendra au courant. Ce que l'opinion publique camerounaise peut redouter, c'est
finalement des feux croisés dans cette région frontalière, des feux croisés des armées camerounaises et nigérianes, des arrangements d'État contre finalement la démocratie camerounaise. C'est évident, mais il est bien entendu que ce qui peut craindre, ou qu'il craint depuis le début, c'est évidemment que des petites combines entre les deux cabinets d'un côté comme de l'autre, le peuple camerounais, la démocratie camerounaise, la volonté du peuple camerounais en soit la principale victime. Mais il se bat, comme il se bat depuis le début. Je pense que le peuple camerounais se battra aussi, et que les petites combines de couloirs, en général, meurent de la volonté de leurs auteurs. Mais c'est des choses qu'on va voir. Et son intégrité, encore une fois, évidemment, l'intéresse. Et il fait tout parce qu'il incarne aujourd'hui, désormais, la volonté de changement du peuple camerounais. Et donc, il en a absolument conscience. Et il travaille en conséquence. Cela dit, il paraît que les combines de couloirs entre les deux pays sont assez classiques. J'ai du mal à imaginer le Nigeria, qui est une grande démocratie, rentrer aujourd'hui dans des petits arrangements préjudiciables aux intérêts du peuple camerounais, et surtout contre la souveraineté du peuple camerounais. J'ai du mal à imaginer ça. Enfin, vous savez, on peut toujours imaginer le pire, et malheureusement, il arrive qu'on tombe dedans. Issa Chiroma est donc quelqu'un, comme on dit, la tête est mise à prix, contrairement à ce que d'autres peuvent vouloir raconter. Et bien sûr que dans cette opération, je ne peux pas donner beaucoup de détails, il était surveillé par les services de renseignement, surtout de la présidence que Ngongo a réussi à installer. Et c'est Ngongo qui a donné l'alerte, justement au Nigeria. Pourquoi? Parce que avant l'élection présidentielle, Ngongo a d'abord recruté un jeune homme qu'on appelle Eric Mungi. Eric Mungi c'est quelqu'un qui est un hacker assez connu dans les services secrets camerounais. Et semble-t-il, il était le compagnon d'une certaine Gaëlle, qui est la fille d'un colonel du Bir. Sa spécialité pour l'élection présidentielle, c'était donc d'abord de hacker, d'infiltrer aussi des portables et surtout de faire disparaître nos pages. Les pages des activistes, des journalistes ou des opposants, et surtout d'espionner, parce qu'il semble qu'il a assez outillé là-dessus. Le budget, c'était 15 000 €. Normalement, il est installé en Belgique. Mais depuis un certain temps, donc, il a travaillé à la présidence et avec Ngongo dans son cabinet pendant 5 mois. Donc, ces 5 mois, bien évidemment, c'était de récolter des informations. Sauf que malgré cet argent, il y a toujours ce que vous connaissez là-bas, des propositions indécentes. On va un peu goûter le derrière. Et aussi certaines choses qu'on lui a demandé de faire par rapport à ceci et cela. Donc, compte tenu du fait que nous aussi, vous avez pu constater que nos pages disparaissaient et réapparaissaient parce qu'on bagarrait. On a donc pu survivre à cette crise. Parce qu'en 2018, toutes nos pages avaient disparu. Toutes nos pages avaient disparu. Il n'a pas réussi à beaucoup se connecter au téléphone de Issa. En fait, Issa Chiroma, selon les services de renseignement, avait 4 téléphones.
qu'il ne pouvait donc pas utiliser. En ce temps, qu'est-ce que Ngongo a fait? Il a remis beaucoup d'argent pour un logiciel. Parce qu'en ce temps, je vous annonce que celui-là, Eric Mungi, il devrait avoir 35 ans. Il a fui. Il semble qu'il est actuellement en Belgique. Il a fui Ngongo. Donc, c'est actuellement la panique a été parce qu'il connaît beaucoup de choses là-bas. Il semble qu'il est en Belgique ou bien quelque part. Ça, c'est des informations top secrètes. Donc, tout ce monde qui était là, autour de Issa Chiroma, c'est lui qui organisait ça. Donc, généralement, quand vous voyez les directs, ce machin et tout ça disparaître, c'était lui. Bon. Issa Chiroma a donc commis un impair. Il a utilisé un de ces 4 téléphones. Et c'est là directement où il a été repéré. Parce qu'entre-temps, Ngongo avait déjà aussi commandé le logiciel Pegasus. Donc, non seulement il dépense beaucoup d'argent, mais Ngongo utilise maintenant des services de renseignement israéliens. Non seulement pour contrôler Issa Chiroma, mais aussi des ministres. Je viens d'abord sur Issa Chiroma, avant d'aller sur les ministres. Avec des satellites, il vous repère. Là, votre portable là où Bachette et tout. Le nouveau logiciel de Ngongo permet à ce que Pegasus entre dans votre téléphone pour vous espionner. Il lit les messages WhatsApp. Dès que vous ouvrez, Pegasus également vient lire. Il ne lise pas avant, il laisse que tu lises. Dès que tu lis, sachez qu'ils ont déjà aussi lu. Ce système, bien évidemment, c'est créé par le géant israélien NSO. C'est eux qui ont donc ce logiciel, qui a créé des problèmes à travers le monde, parce que c'est illégal. Il entre dans ta vie privée. C'est une affaire de centaines de millions, voire de milliards. Donc, le gars entre dans ta vie privée. Il connaît, c'est-à-dire que même si tu es sur Skype, Ngongo te repère avec ses services israéliens. Les mails, les SMS. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez qu'on arrête tout le monde. Voilà ce que Ngongo a fait. Voilà ce qu'il fait avec l'argent des Camerounais. Tout le monde est contrôlé actuellement au Cameroun. Tout le monde. Il va au-delà des lois internationales. Il les brise. Parce que vous allez voir, tout ce que Biya avait, Ngongo a récupéré ça. Parce que quand vous voyez Biya venir avec le système du BIR, le système israélien, c'est parce que c'est Mobutu qui avait conseillé cela à Biya. Donc, leur espionnage n'a rien à voir avec peut-être l'espionnage même américain, ou même l'espionnage, les outils d'espionnage chinois qui sont encore, on peut classer ça numéro 2. Français alors avec Tal et ça, c'est loin derrière. Donc, les organisations de défense des droits de l'homme ont interdit cela. Voilà pourquoi est-ce que Ngongo devrait répondre de tous les actes criminels qui sont posés au Cameroun. Il devrait, parce que il vous localise, il dit que vous êtes à tel ou tel endroit. Et c'est ce qui s'est passé avec Issa Chiroma. C'est lui, c'est-à-dire que dès que ces services ont localisé, directement, il a constaté
il a contacté les services secrets nigérians, la NIA, que bon, il est à tel endroit, exactement, et ceci et cela. Et il dit là-bas que c'est un grand bandit, qu'il faut absolument l'attraper. Pourquoi même pas l'éliminer? Vraiment, il est dangereux et tout ça. C'est pour ça que les gars partent étant armés, ayant même des cagoules. Ils savent qu'ils ont affaire presque à un autre Ben Laden, que c'est les services de renseignement camerounais qui viennent de donner avec précision. Ils encerclent. C'est comme ça qu'ils vont donc prendre Issa. Ils sont allés avec 4 voitures blindées. 4 voitures blindées, armées jusqu'aux dents. Ils vont se trouver dans la cuisine. D'abord, la femme de Issa Chiroma. Ils veulent commencer à l'interroger. Et puis, Issa Chiroma lui-même, il sort, il dit, me voici. C'est quand on le prend que c'est un grand bandit. Heureusement que Dieu est avec lui parce que ce monsieur prie beaucoup. Parce qu'à l'instant, Ngongo allait décoller avec l'hélicoptère comme ils sont venus prendre Ayuk Tabe. Ou encore comme ils avaient pris à Tanakuna. Mais on prend donc Chiroma, on arrive avec lui. C'est là où on découvre qu'en fait, c'est le vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun. Ceux qui disent que l'État du Cameroun n'a pas demandé à Laura. Mais non! Ils étaient déjà dans cette logique-là que on vient le chercher, nous-mêmes, on vient le chercher. C'est un grand bandit ici et tout et tout. Mal leur en a pris. Parce qu'en même temps, certaines grandes puissances, sachant que Biya n'a pas encore donné toutes les garanties par rapport à la vie de Chiroma, ne pouvaient pas accepter que le Nigeria aille livrer Issa Chiroma. C'est comme ça qu'on revient avec lui. Nous, on a parlé brièvement parce que c'est aussi chez lui. On dit maintenant qu'il est avec des terroristes, mais non, il est... En tout cas, je vous avais déjà dit que les Nordistes sont des liens avec le Tchad et aussi avec le Nigeria. En réalité, c'est au Tchad que Issa Chiroma a d'abord voulu se replier. Mais compte tenu du fait que le type qu'on appelle Mahamat Idriss Déby, il change, il a des comportements camionnesques. C'est pour ça que Issa Chiroma a préféré ne plus aller là-bas et aller à un coin qui est à 3 heures de voyage avec Garoua. Voilà donc la situation. Ce n'est pas que c'est la DGRE qui a fait ceci. Bien au contraire, c'est eux qui devaient venir le récupérer pour aller finir avec lui. Et gagne quoi à garder Issa Chiroma dehors? Vous-même dites-moi. Et gagne quoi à garder Issa Chiroma qui peut organiser une rébellion? Tant que Issa Chiroma est dehors, il peut organiser une révolution. Tant que Issa Chiroma est en vie, est-ce que vous voyez à Tango qui disait la Moulinex? Il sait aujourd'hui qu'il n'a pas le Moulinex. Enfin, il a le Moulinex, il n'a pas les condiments. Les condiments sont ailleurs. On cherche à faire ceci, Issa Chiroma a disparu. Et on voit là-bas, Issa Chiroma a encore disparu. Issa Chiroma est mobile comme le spermatozoïde. Il est là-bas, il dribble là-bas. Et entre-temps, il travaille. Entre-temps, il travaille. Parce qu'il ne s'agit pas, quand vous avez affaire à un régime comme celui-là qui est blessé, dans son amour propre, dans son orgueil, qui est acculé dos au mur, et qui aujourd'hui a perdu sa crédibilité, il est donné une seule solution. C'est d'éliminer Issa Chiroma. C'est ça la vérité. Mais le problème aujourd'hui, c'est comme on vous a donc dit, comme je vous ai dit, c'est que Issa Chiroma aujourd'hui n'est plus un simple petit produit.
ce n'est plus un simple individu. Ce n'est plus l'ex-ministre de Biya. C'est déjà le concurrent de Biya. C'est celui qui, aujourd'hui, revendique sa victoire. C'est celui qui, au niveau de la communauté internationale, est sur la même posture qu'un président élu démocratiquement, qui ne veut rien lâcher et qui a refusé de négocier. N'oubliez jamais, si le régime Biya avait donc voulu, comme vous dites que, comme certains disent que, oh, c'est la DGRE qui l'a exfiltré, mais est-ce qu'il serait encore resté tranquille? Est-ce qu'il serait encore resté dans le maquis? Mais il allait tout simplement accepter que, oui, je suis d'accord, je deviens Premier ministre, donnez-moi encore 4 postes de ministre, je fais entrer tel ou tel nombre de personnes dans le gouvernement, je fais entrer mes amis, et puis donnez-moi encore quelques milliards pour que ma vie soit assurée. Non, non, non. Mais il allait dire ça. Est-ce que le régime Biya allait refuser? Bien au contraire, ils allaient rapidement accepter cela pour l'annihiler. Mais le problème aujourd'hui, c'est que Issa Chiroma est en train de leur créer, de leur montrer le papa sur le plan international, au niveau de la communauté internationale. Cela veut dire aujourd'hui que tout le monde regarde ce qui est en train de se passer au Cameroun. Parce que ça peut déboucher à une guerre civile. Ça peut déboucher à un désordre total. Le Cameroun est sur des braises. Ce n'est donc pas le Issa Chiroma qu'on avait connu comme ministre de Biya, mais plutôt comme quelqu'un qui a renversé Biya, qui a ridiculisé Biya, qui marche sur les plates-bandes de Biya et qui est en train d'empêcher ce qu'ils avaient déjà programmé, et le gré à gré, et aussi ce qu'ils avaient vidé les caisses de l'État, continuer à vendre le pays et être en sécurité. Or, aujourd'hui, ils sont en insécurité, même si Issa Chiroma avait dit au début qu'il ne voulait pas se venger et qu'il ne voulait pas sanctionner Biya. Mais dans la position actuelle, la communauté internationale est en train de regarder. Et aussi, il faut savoir que c'est un duel qui a été lancé. Certains disent, oh, il faut l'arrêter, c'est un terroriste, il a engagé, oh, le bras de fer, oh, contre l'État, oh, force à la loi, on ne peut pas défier l'État, on ne peut pas faire ceci. Vous oubliez, le Cameroun a signé les chartes internationales. N'allons même pas sur le plan mondial. Allons seulement au niveau de la charte africaine des droits de l'homme. L'article 20. Qu'est-ce que l'article 20 dit? Lorsque vous êtes en train d'arrêter, tout le monde dit qu'il marche, tout le monde dit qu'il proteste, sous prétexte que ce sont des terroristes, ils ont cassé ceci. Je vais vous dire ce que l'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme dit. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Les peuples opprimés, suivez bien, les peuples opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tout moyen reconnu par la communauté internationale. En recourant à tout moyen. Donc vous croyez qu'il est en train de faire quoi là? Il est en train de recourir à tout moyen reconnu par la communauté internationale. Et comme dans l'adversité, il faut toujours reculer pour mieux sauter. Et puis il faut étudier les faiblesses de l'adversaire comme il les avait d'abord étudiées. Et il ne le savait pas. Il avait négligé. Il savait que l'homme qui était dangereux, c'était qui? C'était Maurice Kamto. Mais aujourd'hui, quand vous allez partout, c'est le nom de Issa Chiroma. Et quoi qu'on dise, même si jusqu'à présent, certains n'ont pas dit que oui, voilà le président du Cameroun, toujours est-il que il a déjà les faveurs internationales, de la communauté internationale. Du moment où on ne reconnaît pas Biya, que
comme président élu, du moment où on ne lui adresse pas de félicitations, comment va-t-il faire pour entreprendre les accords quand Issa Chiroma sera en train de revendiquer que c'est moi, le président, c'est lui-là, c'est un intrus, ce sera compliqué. Donc la bataille n'est plus au niveau national. La bataille de Issa Chiroma est déjà à l'international. C'est ce qu'il faut d'abord savoir. On écoute. Le tonnerre. L'opposant Chiroma défie le pouvoir devant la justice internationale. Le comité exécutif de l'opposition dirigé par Issa Chiroma Bakary annonce avoir saisi l'ONU et la Cour pénale internationale afin de dénoncer les graves violations des droits humains perpétrées par le gouvernement de Paul Biya. Ce régime illégitime, animé par la peur et la répression, utilise la puissance de l'État pour couvrir un braquage électoral et un coup d'État constitutionnel flagrant. Des citoyens innocents ont été tués, enlevés, emprisonnés ou réduits au silence pour avoir défendu la vérité et la démocratie. Milices du pouvoir sèment la terreur au sein du peuple, tandis que la justice nationale reste complice de ces exactions. Le comité exige que les responsables répondent de leurs crimes devant la communauté internationale et appelle le peuple camerounais à rester uni et pacifique dans sa lutte pour la liberté, la vérité et la dignité du Cameroun. Voilà. La lutte reconnaît la victoire du peuple. Et on prend le gouvernement belge à témoin que si monsieur Paul Biya ne part pas... Là, c'est la diaspora maintenant qui est à l'international, en Belgique maintenant. Voilà. Bon, ça c'est pour l'armée. L'armée, sachez que vous ne dépendez pas d'une poignée de personnes. L'armée et nos forces de police. Vous êtes là pour le peuple qui est ici. Donc, soyez du côté de la paix. Soyez du côté du secteur. Laissez et ne pressez pas nos frères Attendez, c'est... dans la rue pour revendiquer. Ça, c'est les combattants de la Belgique. Depuis 7 ans, ils sont sensibilisés à cela. Donc, laissez ce peuple revendiquer ses votes. Peuple camerounais, nous avons tous voté pour Issa Chiroma. Donc, ne laissons pas Paul Biya voler la victoire du peuple. Battons-nous. Si Paul Biya C'est bas, hein? C'est bas. Mais bon, vous entendez quand même. Gagner les élections. Lèvons-nous comme un seul peuple et battons-nous pour la victoire du peuple. Oui, comme vous commentez, voilà notre sœur enseignante qui est morte parce qu'elle était en train de défendre son vote. On demande au peuple, on dit, on sommes en train d'annoncer au peuple camerounais et au gouvernement que nous n'avons pas laissé cette victoire, que nous avons voté pour le président. Nous allons défendre nos votes. Merci. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Finalement, quelle est la suite? Une fois qu'on a fait les contestations, qu'on a fait les villes mortes, etc., qu'est-ce que le leader politique qui est aujourd'hui M. Issa Chiroma compte faire? Dans notre, non pas compréhension des choses, mais dans la réalité, il y a un président élu et il y a un président battu. C'est ironique. Le président battu va prêter serment, le président élu doit, si je vous entends bien, se cacher. Non, il n'est pas dans la nature de M. Chiroma de se cacher, mais il n'est pas non plus dans sa nature de capituler. Il ne capitulera pas. Il va se battre avec le peuple camerounais. Encore une fois, comprenons bien, à chaque fois, la seule chose qui compte. Seuls les Camerounais feront de la victoire de M. Chiroma ce qu'ils veulent. Et donc de la défaite de M. Biya ce qu'ils veulent aussi. D'ailleurs, je dis mal à imaginer que M. Biya soit encore dans toutes ses facultés pour gagner ou perdre. Pendant la campagne électorale, on n'a pas vu M. Biya, on a vu une photo. Je ne sais pas si on va encore introniser à nouveau une photo. Tel n'est pas notre problème, tel n'est pas le problème de M. Chiroma. M. Chiroma, lui, va faire un certain nombre d'actions, vous allez les voir. Il n'a pas l'intention de s'arrêter et il a l'intention de continuer jusqu'à ce que le mandat que le peuple lui a donné soit pleinement rempli. Eh bien, cette bataille, il lui donnera le temps jusqu'à ce qu'elle aboutisse à ce que la souveraineté populaire
à souhaiter. Ça se passera par des villes mortes, ça passera par des manifestations, ça passera par un travail, une bataille politique. Elle arrivera jusqu'au bout, elle arrivera, mais il n'a évidemment pas l'intention ni de capituler, ni de reculer, ni d'accepter je ne sais quel poste de Premier ministre. Je vous vois venir. I will start off with a statement on Cameroon. The Secretary General has taken note of the announcement of the results of the presidential elections held in Cameroon on October 12th. He is deeply concerned by the post-electoral violence and the reports of excessive use of force that we've seen. He deplores the loss of life and injuries among both protesters and security forces and extends his condolences to the families of the victims. He calls for a thorough and impartial investigation into these. Ladies and gentlemen, welcome to Intervlog, where Africa speaks, where facts breathe, and where every headline is treated not as noise, but as a story that shapes tomorrow. Today, our eyes turn toward Cameroon, a Central African nation once hailed for its stability, now finding itself at a delicate crossroads. At the center of this storm, President Paul Biya, the world's oldest sitting head of state, aged 92 and in power for over 4 decades. But this time, something feels different. This time, the world is watching, and the United Nations has spoken. On the 12th of October, Cameroonians went to the polls to elect their next president. The results, announced later, declared Paul Biya the winner with 53.66% of the votes, extending his already 43-year-long rule. Yet, pour la première fois depuis l'indépendance du Cameroun, l'ONU brise le silence diplomatique et refuse catégoriquement de reconnaître la réélection de Paul Biya. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va ébranler les fondements même du pouvoir africain. Des sources exclusives au siège de l'ONU à New York révèlent que le Conseil de sécurité envisage des sanctions sans précédent. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler sur les coulisses de cette décision historique pourrait bien annoncer la fin d'une ère. Si vous n'êtes pas encore membre de notre communauté d'analystes éclairés, cliquez immédiatement sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses exclusives. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une crise qui pourrait redéfinir l'équilibre du pouvoir en Afrique centrale pour les décennies à venir. Le 7 octobre 2025, à 14h32 heure de New York, le monde diplomatique a été secoué par une onde de choc sans précédent. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a personnellement convoqué une conférence de presse extraordinaire pour annoncer ce qui restera dans l'histoire comme la déclaration de New York. Les Nations Unies ne peuvent et ne vont pas reconnaître des élections entachées de violations massives des droits humains et de fraude systématique, a déclaré Guterres, le visage grave devant une assemblée de journalistes médusés. Pour la première fois en 43 ans de règne, Paul Biya se retrouve face à un mur diplomatique qu'aucune manœuvre politique ne pourra contourner. Cette décision n'est pas tombée du ciel. Depuis 3 mois, une cellule spéciale de l'ONU, nom de code Opération Vérité, a secrètement compilé plus de 2500 témoignages, 800 heures de vidéos et des milliers de documents prouvant l'ampleur de la fraude électorale. Les révélations sont accablantes. Bourrage d'urnes systématique, intimidation des observateurs, disparition mystérieuse de bulletins dans les régions favorables à l'opposition. Ce que peu de gens savent, c'est un rapport confidentiel de 187 pages, rédigé par une équipe internationale d'experts, circule depuis 2 semaines dans les couloirs feutrés de l'ONU. Ce document, que j'ai pu consulter grâce à mes sources, révèle des chiffres stupéfiants. 67% des bureaux de vote ont signalé des irrégularités majeures. Plus d'1 200 000 bulletins ont mystérieusement disparu. Les vrais résultats donneraient Joshua aussi vainqueur avec 58,3% de voix. Nous avons des preuves irréfutables que le système électoral camerounais a été détourné à une échelle industrielle, confie un taux responsable onusien sous couvert d'anonymat. Ce n'est plus de la fraude, c'est un coup d'État électoral. Le rapport détaille également comment des unités spéciales de la garde présidentielle ont été déployées dans 14 des 58 départements du pays pour surveiller le décompte des voix. Des témoins oculaires rapportent des scènes surréalistes où des militaires armés dictaient littéralement les résultats au président de bureaux de vote terrorisés.
L'effet domino a été immédiat. En moins de 24 heures après la déclaration de l'ONU, l'Union européenne a suspendu 450 millions d'euros à l'aide au développement. Les États-Unis ont gelé les avoirs de 23 hauts responsables camerounais. La France, traditionnellement prudente, a rappelé son ambassadeur pour consultation. Mais le coup le plus dur est venu d'Afrique même. L'Union africaine, sous la pression de la CEDEAO et de la SADC, a annoncé la suspension du Cameroun de toutes ses instances jusqu'à la tenue d'élections libres et transparentes. C'est la première fois qu'un pays d'Afrique centrale subit une telle sanction. Le temps où l'Afrique fermait les yeux sur les dérives autocratiques est révolu, a tonné Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA, dans une déclaration qui a surpris même ses plus proches collaborateurs. Cette position courageuse marque un tournant dans la diplomatie africaine, longtemps critiquée pour son silence complice face aux violations démocratiques. Les images qui ont déclenché l'intervention de l'ONU sont d'une violence inouïe. Le 15 septembre, à Bandemba, les forces spéciales ont tiré à balles. Bon. Les forces spéciales ont tiré à balles réelles. L'Union africaine, bien évidemment, est divisée. Même si aujourd'hui la majorité des membres, d'ailleurs on a pu le constater, n'ont pas félicité Paul Biya. Mais le secrétaire général qui est tchadien, enfin, il a dit qu'il envoie les félicitations. Les grands pays africains n'ont pas cautionné cela, ne cautionnent pas cela. Biya est donc isolé. Et surtout, Biya s'attendait, et surtout Ngongo, à ce que Issa Chiroma soit renvoyé comme un colis, soit humilié, soit présenté comme Jésus à Yaoundé. Torse nu, pieds nus. Il pouvait faire la poste centrale pour que plus jamais ça, pour qu'un opposant ne puisse plus jamais rêver, ou alors un ancien ministre qui ne puisse plus jamais rêver à aller défier Biya qui est le Dieu vivant. Issa Chiroma, par contre, non seulement l'a fait, mais l'assume. Et comme il dit, il est prêt à aller jusqu'au bout, y compris au prix de sa vie. Certains voudraient bien évidemment qu'il aille se tenir en bordure de route et comme ça, on le capture, on le tue rapidement. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et encore que, dans ce qu'il est en train de faire, il sait que plus il résiste, plus le moral des troupes est bel et bien là, surtout que ses équipes aussi derrière sont en train de travailler, comme vous avez par exemple aperçu la sortie de Eric Tchindé. Bien évidemment, quand on est dans de telles situations, des déclarations devraient maintenant être policées. Et surtout, elles devraient être décisives. Chaque appel devrait entraîner soit la mobilisation, soit alors un coup porté contre le régime. C'est dans cette optique donc que Issa Chiroma, qui est entré en campagne, pied sur le plancher, est en train d'étrangler un régime totalement aux abois. Le Cameroun a souvent partagé une sorte de fraternité avec le Nigeria. Bien évidemment, comme le disaient les avocats, le régime de Yaoundé se disait que Issa Chiroma sera rapidement livré. Sauf qu'actuellement, au Nigeria, il y a un autre débat. Puisque le président Tinubu lui-même, qui a toujours parlé de la démocratie, et qui sait que Paul Biya n'est pas un démocrate, et surtout qu'il risque d'avoir affaire aux anciens présidents tels que Olusegun Obasanjo. Parce qu'il faut savoir que Olusegun Obasanjo était celui qui, le premier déjà, en 2018, avait demandé à Paul Biya de partir parce qu'il ne pouvait pas résoudre la crise anglophone. Olusegun Obasanjo, bien évidemment, avec Thabo Mbeki, devait se réunir en Afrique du Sud pour le grand dialogue que Paul Biya avait saboté. Olusegun Obasanjo, cette fois-ci, a rappelé à Paul Biya qu'il était fatigué
et qu'il ne pouvait pas laisser une situation s'aggraver, d'autant plus que le Nigeria est un État voisin au Cameroun. Si ça se gâte au Cameroun, ça va se gâter au Nigeria. Ça va entraîner des conséquences lourdes, pas seulement au Nigeria, mais également dans la sous-région. Livrer donc Issa Chiroma n'est pas une solution, dans la mesure où ça va plutôt entraîner des complications. Ça va entraîner une révolte, une révolution, avec bien sûr des nordistes qui vont faire des incursions. Et d'autres hommes politiques également ont pris la parole pour dire que le Nigeria ne pouvait plus commettre cette erreur avec comme avec Ayub Tabe, qui a été livré. Issa Chiroma n'est pas comme Ayub Tabe. Il a participé à une élection dont il revendique la victoire. Mais sauf qu'au niveau des couloirs de la diplomatie, puisqu'il est difficile d'avoir Biya, il y a toujours autour de lui Chantal Biya, Ngongo, Mwandayolo. Le dialogue direct est donc très compliqué. Mais cependant, la crise est au point mort bas. Mais les tensions sont en train de s'élever. Puisque à côté de Issa Chiroma, il y a déjà des mobilisations qui sont revendiquées. Il y a des groupes qui veulent déjà se lancer. Et sans pour autant oublier que Issa Chiroma lui-même, à l'instar de Maurice Kamto, bénéficie du soutien de la diaspora qui ne va pas lâcher, qui va faire des pressions sur les ambassades. Et d'ailleurs, voilà la diaspora combattante pour le changement qui a fait un communiqué. La diaspora combattante pour le changement nous donne rendez-vous à Bruxelles le samedi 15 novembre 2025 à 13 h devant le siège de l'Union européenne, 6 place du Luxembourg, pour exiger le respect du verdict réel des urnes du 12 octobre 2025, exiger le rétablissement du choix du peuple, rappeler à la communauté internationale que c'est M. Issa Chiroma Bakary que le peuple a choisi, affirmer que le président Issa Chiroma Bakary est l'incarnation de la volonté populaire, préciser que son Excellence, le président Issa Chiroma Bakary, est le seul et unique représentant légitime du peuple camerounais. La diaspora combattante pour le changement se mobilise donc à Bruxelles pour exiger que la voix du peuple camerounais soit écoutée et prise en compte. En soutien également au peuple du changement qui est actuellement mobilisé au Cameroun et qui compte dans ses rangs plusieurs dizaines de morts, des centaines de blessés et des milliers de prisonniers, nous, diaspora combattante pour le changement, avons mis sur pied une cagnotte en ligne à travers un lien United for Cameroon, afin que tous les Camerounais de la diaspora puissent exprimer par des cotisations leur solidarité agissante envers le peuple meurtri du Cameroun. Nous, combattants, devons non seulement montrer le bon exemple en y cotisant, mais également relayer abondamment le lien United for Cameroon, tout en faisant la publicité de sa fiabilité. Rendez-vous donc à Bruxelles le 15 novembre 2025, bien patriotiquement, fait à Paris pour la diaspora combattante, le général président Robert Wanto. Et comme je disais donc, les pays voisins sont en train de trembler. La crise dans le Grand Nord devrait donc toucher et est en train de toucher actuellement le Tchad. La même crise fait du mal aussi à la République centrafricaine. Sans oublier que même le Gabon sera également touché. Le Cameroun étant le poumon économique de l'Afrique centrale. Et aussi par rapport aux incursions de Boko Haram, dans la mesure où on se rend actuellement qu'au niveau des postes frontaliers, les forces de sécurité du Cameroun ont dû abandonner ces postes pour se reconcentrer vers Douala ou vers Yaoundé. Et du coup, ça va créer une autre insécurité. Dans le Grand Nord, justement aussi. Et il y aura une augmentation, pas seulement des coupeurs de route, des preneurs d'otages, mais surtout, la marchandise ne pourra plus normalement circuler, et d'où l'inflation. Toute la sous-région
aura donc des problèmes. Issa Chiroma, le livret, c'est plutôt aggraver la situation, dans la mesure où, aujourd'hui, il est plutôt considéré comme une solution. Solution également pour les régions anglophones, puisqu'on a pu constater que, arrivé là-bas, il avait demandé pardon. Et en toute humilité, les Amazoniens étaient prêts à travailler avec lui pour que la paix revienne. Or, chez les autres qui sont actuellement là, qui sont en train de confisquer le pouvoir, c'est-à-dire que les Gongo Mondayolo et Chantal Biya, ou à Tanganji, ils ne veulent pas le dialogue, ils veulent continuer la guerre. D'autant plus qu'ils savent que si jamais il y a un nouveau pouvoir, ils finiront en prison parce qu'ils seront jugés pour des crimes contre l'humanité et parce qu'ils ont aussi monté les trucs des Amazoniens, des Amba Boys. Au Nigeria, donc, comme je disais tantôt, ceux qui croyaient que le régime de Yaoundé n'a pas actionné la manivelle pour pouvoir rapidement récupérer Issa Chiroma, ils se trompent. Effectivement, ils ont actionné. Mais sauf que c'est bloqué pour l'instant. Et je vais vous faire écouter justement une réaction de certaines personnalités. Je vais peut-être prendre une, bon, pour que vous compreniez que c'est difficile que Issa Chiroma, actuellement, lui qui devait être livré, et parce qu'on attendait déjà, vous savez que le régime Biya, lui, il est toujours prêt à vous dire que livrez-nous tel. Nous sommes pressés, nous sommes prêts à vous donner ceci et cela. C'est ce qu'ils font toujours. Mais avec le Nigeria actuellement, c'est bloqué. Bien au contraire. Et il y a des personnalités, des leaders politiques qui demandent plutôt qu'on reconnaisse Issa Chiroma comme président élu du Cameroun. Et qui peuvent bien avoir des accords avec lui qu'avec Biya. Donc voilà donc où se trouve actuellement la position du Nigeria. Écoutons. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation politique assez tendue. Il s'agit de la réélection très contestée de Paul Biya au Cameroun. Un dirigeant en place depuis des décennies, âgé de 93 ans selon une source. Ça fait réagir forcément. Oui, et justement, on va s'intéresser à une réaction particulièrement virulente, celle de Timi Frank. C'est un militant politique nigérien, ancien de l'APC, un parti important là-bas. Et il n'a pas mâché ses mots sur cette élection camerounaise, c'est ça qu'on va explorer. Tout à fait. On se base sur deux articles de la presse nigérienne, le Daily Post et The Guardian Nigeria, datés du 28 octobre 2025. Il rapporte ses déclarations, ses appels. D'accord. Et notre objectif, c'est vraiment de décortiquer ça, comprendre ses arguments, ses accusations, parfois très lourdes, sur l'élection, les suites. Et voir un peu les implications plus larges qu'il soulève. Précisons quand même, pour cadrer un peu notre discussion, qu'on se concentre sur sa perspective, telle que rapportée là. Évidemment, il y a d'autres points de vue, mais aujourd'hui, c'est le regard de Timi Frank qui nous intéresse. C'est ça, c'est son analyse à lui qu'on examine. Alors, allons-y. Le cœur de son message, d'après le Daily Post, c'est quoi? Il qualifie la victoire de Biya d'insulte à la démocratie et de fraude éhontée. Les mots sont très forts. Ah oui, fraude éhontée carrément. Il parle de fabrication, de subversion claire de la volonté populaire. Pour lui, c'est simple, le résultat annoncé n'est pas le vrai vote. C'est direct. Et il ne le dit pas juste pour lui, il appelle... Oui, il appelle tous ceux qui croient en la justice et la liberté à rejeter ces résultats. Donc un appel assez large. Une tentative de mobilisation en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne voit pas ça comme un problème juste camerounais. Il dit, selon The Guardian, que c'est un recul pour la démocratie en Afrique. Ah, donc il élargit le débat. Tout à fait. Il utilise cet exemple pour pointer des problèmes plus généraux de transparence, d'intégrité démocratique sur le continent. Ça donne une portée panafricaine à sa critique. Et au-delà de cette condamnation générale, il y a cette idée de fabrication. Il ne critique pas juste le processus, il dit que les chiffres sont faux. C'est ça, et il va même plus loin. Il donne un autre nom. Exactement. Il désigne Issa Chiroma Bakary comme étant, je cite, le vrai gagnant. Celui dont le mandat reflèterait la volonté authentique du peuple. Ah oui, donc là on n'est plus dans la critique, on est dans la contestation directe de la légitimité. Complètement. C'est une étape supplémentaire. Contester les résultats, bon, ça arrive, mais désigner un autre vainqueur et appeler à sa reconnaissance, c'est autre chose. C'est une démarche assez audacieuse, non?
Très audacieuse, oui. Il ne pointe pas juste des irrégularités, il propose carrément une légitimité alternative, basée sur ce qu'il affirme être le vrai vote. Les sources disent qu'il lie ça aux irrégularités constatées pendant le scrutin. Pour lui, ça prouve que le résultat officiel n'est pas crédible. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'il ne s'arrête pas au vote lui-même. Il y a des accusations très graves sur ce qui s'est passé après. Oui, et là, le ton monte encore. Le Daily Post rapporte qu'il parle de répression brutale contre les manifestants. Ah oui. Il utilise les mots tir, brutalité, arrestation massive contre des manifestants pacifiques, selon lui. Le tableau est assez sombre. Il y a une citation, je crois, particulièrement forte. Oui, celle relayée par le Daily Post. Des Camerounais innocents sont tués par leurs propres forces de sécurité simplement pour avoir exigé que leur vote compte. C'est glaçant. C'est une accusation extrêmement grave. Extrêmement grave, oui. Ça implique directement les forces de l'ordre dans des homicides. Et pour Franck, ce n'est pas un hasard. Comment ça? Il relie cette violence dénoncée à la contestation des résultats. Pour lui, ça montre le mécontentement populaire face à ce qu'il appelle un hold-up électoral. Le Guardian souligne bien ce lien. Donc la répression serait une preuve de plus dans son discours. Voilà, une preuve supplémentaire du caractère illégitime du pouvoir, selon sa lecture des événements. Face à un tableau aussi dramatique, fraude, répression meurtrière, j'imagine qu'il ne se contente pas de dénoncer. Il appelle à quoi concrètement? Non, il ne reste pas dans l'indignation. Il demande une action judiciaire internationale. Très clairement. Ah oui. Selon les deux articles, il interpelle la Cour pénale internationale, la CPI, et aussi l'ONU, pour enquêter sur ces meurtres présumés, sur l'usage excessif de la force. La CPI, ça situe tout de suite la gravité des faits allégués. Exactement. Et ce qui est notable, c'est qu'il cherche des responsabilités individuelles. C'est-à-dire? Il insiste, d'après le Daily Post, pour que les responsables, ceux qui ont donné les ordres et ceux qui ont tiré, soient tenus personnellement responsables, devant la justice internationale. Donc, pas juste une critique du système, mais une demande de compte nominative. C'est ça. Pour lui, l'immunité ne doit pas protéger ses actes. Juste noter que ça montre un engagement plus large, peut-être sur des questions de droits des peuples, de contestation. D'accord, ça donne une idée du personnage politique. Voilà, quelqu'un qui porte des causes, disons, délicates sur la scène internationale. Mais au-delà de la justice, qui prend du temps, il semble vouloir une réaction politique immédiate, non? Ah oui, tout à fait. Il lance un appel très fort à la communauté internationale. La phrase clé, c'est « Le monde ne doit pas rester les bras croisés ». C'est dans le Daily Post. Un appel à l'action. Et il demande quoi précisément? Des choses très concrètes. Premièrement, reconnaître Issa Chiroma Bakary comme président légitime. Carrément. Oui. Et deuxièmement, faire pression sur Paul Biya pour qu'il se retire. Ce sont des demandes d'intervention diplomatique très fortes. Ça frôle la rupture. On sent l'urgence. Et il ne vise pas que l'Occident, j'imagine. Il parle des instances africaines. Si, et c'est un point très intéressant. Il critique assez durement ce qu'il appelle la réponse discrète, muted en anglais, dans The Guardian, de l'Union africaine. Ah bon? Qu'est-ce qu'il lui reproche? Ce silence ou cette prudence qui, selon lui, nuit à la crédibilité de l'UA elle-même. Et ça trahit ses propres engagements pour la démocratie sur le continent. Venant d'un acteur politique africain, cette critique a un poids. Et il va jusqu'à parler de sanctions. Oui, le Guardian rapporte qu'il appelle les États-Unis, l'UE, l'ONU, à envisager des sanctions ciblées. Ciblées? C'est-à-dire? Contre les individus ou les entités responsables des violations électorales ou des droits humains, pour ne pas pénaliser toute la population. Une approche assez moderne, en fait. Et derrière tout ça, il y a une sorte d'argumentaire, une mise en garde? Oui, très clairement. Il dit en substance, si on laisse faire au Cameroun, ça crée un précédent dangereux. Ça pourrait encourager d'autres dirigeants à faire pareil, à manipuler les élections, à réprimer, en se disant qu'il n'y aura pas de conséquences. Donc il présente ça comme un test. Exactement. Un test de la détermination mondiale à défendre la démocratie en Afrique. C'est une façon de mettre la pression, de renvoyer la communauté internationale à ses propres valeurs. Après avoir interpellé le monde entier, il s'adresse aussi directement aux Camerounais, je crois. Oui, il a un message pour eux, rapporté par The Guardian. C'est un message en deux temps. C'est-à-dire? D'un côté, il les encourage à rester pacifiques et unis. Il insiste sur la non-violence. C'est important dans ce contexte de tension qu'il décrit. Donc un appel au calme. Mais pas à se taire. Non, justement. C'est le deuxième temps. Il les encourage à continuer d'exiger des comptes. Le accountability. Ne pas accepter le statu quo. Maintenir la pression pour la vérité, la justice.
il reconnaît leur combat en quelque sorte. Oui, il salue leur courage dans la défense de leurs droits démocratiques. C'est à la fois une reconnaissance et un encouragement à continuer, mais pacifiquement. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, la réaction de Timmy Franck, c'est donc condamnation très dure de l'élection fraude, insulte à la démocratie, oui. Accusation très grave de répression, de violence d'État, de meurtre même. Et face à ça, un appel multiple. Justice internationale, CPI, ONU. Action diplomatique forte, reconnaissance de Bakary, pression sur Biya. Sanctions ciblées. Et une critique assez virulente de l'Union africaine jugée trop silencieuse. C'est une charge assez complète finalement. Tout à fait. Et l'intérêt d'analyser cette réaction, c'est que ça met vraiment en lumière les tensions démocratiques, les enjeux de droits humains. Surtout dans des contextes d'élections contestées avec des régimes qui durent. Exactement. Et ça pose crûment la question du rôle des institutions internationales, régionales, la critique de l'UA, les appels à l'ONU, aux grandes puissances. Ça interroge leur capacité, leur volonté d'agir. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour conclure. En écho à ces appels de Franck, à sa critique du silence, quelle est au fond la marge de manœuvre réelle et la responsabilité des organisations internationales, des puissances étrangères face à des allégations aussi lourdes? Fraude massive, violation des droits humains dans un pays souverain. C'est toute la question, n'est-ce pas? Jusqu'où peut-on, jusqu'où doit-on aller? L'intervention extérieure, judiciaire, diplomatique, économique, pour protéger, pour défendre des principes, sans tomber dans l'ingérence. Surtout quand des vies sont en jeu, comme le suggère Franck. Voilà, c'est un équilibre incroyablement difficile à trouver, il n'y a pas de réponse simple, c'est un dilemme permanent, et la situation décrite au Cameroun par Timmy Franck en est une illustration frappante. Une interrogation complexe, en effet. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous.